Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses. Bel après-midi à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver dans notre émission L'avenir c'est nous. La Covid-19, Madame, Messieurs, défraie la chronique et donc dans ce numéro, nous en parlons. Pour en parler, nous allons recevoir dans un instant un épidémiologiste qui va se présenter tout à l'heure. Mais à l'instant, nous allons recevoir Madame Biangana qui patronne cette émission cet après-midi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Biangana, bonjour et soyez la bienvenue dans votre émission L'avenir c'est nous. Merci, Madame Dorcas, de m'associer à votre émission sur l'avenir c'est nous. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame. Bonjour les enfants. Bon, mais nous sommes vraiment heureux de vous revoir ici dans l'enceinte de la maison de la société civile que vous connaissez déjà, puisque nous nous sommes déjà retrouvés ici, vous vous souvenez. Et je veux dire merci aux parents qui ont libéré les enfants parce que c'est la période des vacances. Et je sais que pour les enfants, ça fait quand même un petit déplacement. Hein? Je pense que ça vous fait un petit changement au lieu de rester à la maison. Mais enfin, merci aux parents qui nous ont envoyé leurs enfants ce matin. Comme l'a dit Madame Dorcas, nous vous avons appelé pour vous parler de la pandémie. Vous savez qu'en ce moment, on parle de la Covid-19. Je pense que vous suivez la presse, la radio. Voilà. Donc, nous sommes là ce matin pour que vous soyez mieux sensibilisés sur cette pandémie et nous avons fait appel au colonel Nyanga qui va vous parler en long et en large de cette maladie. Mais vous allez beaucoup plus poser des questions parce qu'ici, on n'est pas dans une salle de classe, surtout. Hein? Surtout pas. On n'est pas dans une salle de classe, donc ne soyez pas... voilà, soyez à l'aise, soyez zen, comme on dit. Posez des questions sur cette pandémie parce que elle est là, elle est là. Nous avons là les mesures barrières. On nous demande de porter les masques, on nous demande de respecter la distanciation, on nous demande de laver les mains. Mais pourquoi? Donc tout cela, le spécialiste va vous donner les explications sur cette pandémie. Madame, Messieurs, tout à l'heure, c'était donc Madame Biangana qui est secrétaire près le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Nous sommes ici à la maison de la société civile et c'est le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales qui nous reçoit. À l'instant, Madame, Messieurs, sous vos applaudissements, le colonel Nyanga. Je suis le docteur Aristide Gilbert Nyanga, médecin colonel, médecin chef de la garde républicaine, spécialiste et chercheur de premier degré en hygiène et épidémiologie. C'est un honneur de nous retrouver ici avec la couche la plus dynamique au sein d'une société, je veux dire la jeunesse, et pour parler d'une thématique qui n'est plus à présenter, la pandémie à Covid-19. Et nous avons voulu expressément que ça se fasse ainsi, sans qu'il y ait la projection d'un cours magistral par rapport à notre jargon. Et ça pouvait être un écueil, un frein dans la communication. Parce que là, nous sommes dans l'esprit de ce qu'on appelle la communication sociale. Donc, vous, enfants, vous allez poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit, sans inhibition, sans complexe, et ça sera interactif. Et nous disons, la question la plus sotte, la question la plus bête, c'est celle qui ne se pose pas. C'est celle qui ne se pose jamais. Donc, ne vous inhibez pas, posez toutes les questions sur cette maladie, sur cette pandémie, sur les mesures barrières, sur tout ce qui vous traverse l'esprit. Et ceci dit, Madame représentante du secrétaire permanent de la société civile, et une fois de plus, c'est un plaisir pour nous d'être ici devant cette couche de la population pour parler de cette pandémie et je vous dis merci. Coco, Coco Laila. Bonjour, je suis Mavuku Pekeno Rosna Gloire et je voudrais savoir c'est quoi un épidémiologiste. Un épidémiologiste, c'est un médecin qui a eu à étudier la spécialité qu'on appelle épidémiologie.
C'est quoi épidémiologie? De façon si simple, c'est une science dont la vocation, dont la mission est celle d'étudier tout ce qui se passe au sein d'une communauté, dans des sociétés, au sein d'un groupe de plusieurs personnes. Alors, pour mieux vous expliquer ce que c'est que épidémiologie, il faut séparer ce vocable en 3 parties. La première partie, c'est épi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur. Ça veut dire au-dessus. Et démo, ça veut dire le peuple. Ça veut dire population. Ça veut dire communauté. Ça veut dire collectivité. Et logie, ça dérive de logos, qui veut dire discours, qui veut dire traité, qui veut dire une science. Donc si on a compris la signification de chacun de ces termes, donc épidémiologie veut dire l'étude, la science de tout ce qui se passe sur une société, sur une communauté, sur un groupe de plusieurs personnes. Je veux aussi savoir si un patient guéri du Covid-19 pourrait encore une fois contracter cette maladie. On appelle ça récontamination. Il a été démontré en Chine et dans plusieurs pays, dont l'Angleterre, les cas des patients qui ont été testés positifs, ils ont été pris en charge correctement et on a fait les tests et ça s'est avéré négatif, mais au bout de quelques temps, on a eu l'évidence d'une nouvelle infection. On appelle ça récontamination. Donc aujourd'hui, comme c'est une maladie qui est tout à fait nouvelle, donc c'est une maladie émergente, il y a des études qui nous prouvent à suffisance que, évidemment, une personne qui a été testée positive, déclarée guérie, peut encore se contaminer. On appelle ça la récontamination. Bonjour, je me nomme Bemba Fred Exaucé. Pour l'instant, j'ai 2 questions. J'aimerais savoir l'origine du Covid-19. Donc, comment est-ce que la Covid-19 a commencé et où est-ce qu'elle a commencé? La maladie a commencé en Chine, vers début décembre 2019. Et cette maladie a commencé dans une ville qu'on appelle Wuhan, dans la province de Hubei. Et dans cette province, il y a un marché à poissons, où il y avait plusieurs individus qui fréquentaient ce marché. Et au niveau de la Chine, on a constaté que parmi eux, il y a eu quelques clients qui, au sortir de ce marché, commençaient à présenter quelques manifestations. Et quand on a eu à rassembler un peu ces individus, on a constaté que les manifestations étaient presque les mêmes. Et on a commencé à étudier ces cas et vite, la communauté scientifique en Chine s'est retrouvée devant plusieurs surprises. Donc la maladie qui avait un début comme une grippe banale s'est rapidement compliquée en une pneumonie qu'on appelle la pneumonie à Covid-19. Et il y a eu tout ce que nous avons devant nous comme tableau, il y a eu une haute mortalité avec une haute létalité. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire de façon assez précise que la maladie provient de la Chine. Et la deuxième question, c'est la signification de Covid-19. Quand on parle de la définition de la maladie, il est bien clair que c'est une anthropozoonose. Donc c'est une maladie qui affecte les hommes, mais le point de départ, ce sont les animaux. Et parmi les animaux, parmi ces espèces, celles qui ont été indexées, nous avons ce qu'on appelle le pangolin. OK? À la base, à l'origine, on parlait de la chauve-souris, mais là, aujourd'hui, il est déjà bien clair qu'il s'agit
du pangolais, le pangolais chinois. OK? Alors, quant à la signification du terme Covid, Covid, c'est une dénomination qui a été apportée par l'association, par l'instance qui s'occupe de la classification, de la définition, de la taxonomie des virus. Donc, Covid, co veut dire corona, vi veut dire virus, et D, c'est disease. C'est en anglais, ça veut dire maladie. Et trait d'union 19, parce que cette maladie a été découverte en 2019. C'est clair, c'est bon? Coco, coco laïlaï. Bonjour, je suis Edlore. J'aimerais savoir s'il existe un traitement du Covid-19. Pour répondre à cette question, il est important de signaler que pour toutes les maladies virales, comme cette maladie, la Covid-19, il n'y a pas un médicament qui a cette capacité de détruire le virus. Et le germe de cette maladie, c'est un virus. Alors, devant cette éventualité, qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, c'est évidemment d'abord faire un focus sur le traitement préventif. C'est-à-dire, on va axer les efforts sur toutes les conditions, sur tous les facteurs qui peuvent donner plus de force à ce que cette maladie apparaisse. Voilà pourquoi il est question que nous puissions répéter le bien fondé de cette partie, la partie préventive. Alors, quant à savoir est-ce qu'il y a un médicament, dans la prise en charge, nous parlons de ce qu'on appelle une prise en charge symptomatique, c'est-à-dire que quand quelqu'un est testé positif de cette maladie, la prise en charge est axée sur les médicaments qui vont traiter les symptômes, les manifestations que présente le patient. Donc, question de lui apporter une sorte de soulagement, une sorte de réconfort et laisser donner plus de chance à ce que son système immunitaire puisse faire le travail et éliminer la maladie. Parce qu'il n'y a pas un médicament qui puisse aller tuer ce virus qui est à l'origine de la Covid-19. Donc, par cette réponse, c'est tout simplement vous dire qu'il n'y a pas un médicament qui puisse agir et tuer le virus. Mais sinon on fait un focus sur les mesures préventives et une fois que malheureusement la personne a eu à présenter la maladie, on fait recours aux médicaments qui rentrent dans ce qu'on appelle le traitement pharmacologique pour traiter les différentes manifestations. Donc c'est un traitement symptomatique pour que l'organisme du patient puisse avoir la chance d'activer, de développer le système immunitaire dont nous disposons nous tous, qui est à même de combattre les maladies. Bonjour, je m'appelle Maria. Je veux demander pourquoi on se lave les mains. On se lave les mains parce que, d'abord, parmi les voies de transmission de cette maladie, c'est-à-dire que si cette maladie se développe, parce qu'il y a une voie de transmission qu'on appelle le contact dermique. C'est-à-dire qu'avec nos mains, on peut aller quelque part et avoir un contact avec une surface, avec un objet qui est souillé, qui est contaminé, et puis le microbe peut se transférer au niveau de nos mains. Donc ça, c'est la voie de transmission qu'on appelle le contact dermique. Alors comme il est connu, il est démontré que par cette voie de transmission, on peut attraper la maladie. Donc il est tout à fait normal, tout à fait scientifique, médical, que nous puissions nous laver les mains. Parce que si on ne se lave pas les mains, à supposer que nous avons touché un objet qui est contaminé, donc le virus va passer au niveau de nos mains. Et si nous prenons les mains, nous les ramenons au niveau de nos yeux,
au niveau de la bouche, au niveau du nez, ou nous partons saluer quelqu'un d'autre, nous allons faire le passage de ce germe, de cet agent biologique qu'on appelle le virus à Covid-19. Bonjour docteur, je m'appelle Koulé Exaucé et j'aimerais savoir pourquoi devons-nous respecter les gestes barrières. Pour protéger l'homme, un individu qui est quelque part où les risques sont assez élevés de la propagation d'une maladie, alors la science a mis à notre disposition les gestes barrières. C'est-à-dire, il faut porter le masque, il faut se laver les mains. Dans d'autres circonstances, il faut porter les gants, il faut porter le calot, le chapeau que certains médecins, des chirurgiens portent, il faut porter les bottes. Tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle les mesures barrières, auxquelles on ajoute le respect de la distance protectrice, c'est-à-dire rester au-delà d'1 mètre. Mais c'est très important parce que, en respectant ces mesures barrières, nous sommes en train d'amoindrir le risque de la propagation de la maladie envers les autres et le risque aussi de se contaminer nous-mêmes. Donc le bien fondé des mesures barrières, quand nous faisons l'application, le respect de ces mesures-là, nous sommes en train de combattre la maladie. C'est-à-dire on évite de se contaminer nous-mêmes et on évite aussi de contaminer les autres. Donc en le faisant, nous n'allons pas devenir un maillon par lequel la maladie va se propager. Bonjour, je m'appelle Shekina et ma question est, à force de tenir les robinets quand on se lave les mains, on ne peut pas se contaminer. Se tenir les robinets pourrait être à l'origine, quand on se lave les mains, de la propagation de la maladie. Oui, c'est une question qui est tout à fait pragmatique. Voilà pourquoi il y a des dispositifs de lavage de mains. Vous voyez, on ne tient pas le robinet, les gens se viennent, ils font l'appui, la pression sur les pédales pour éviter, évidemment, que nous puissions toucher de temps à autre le robinet. Parce qu'en touchant le robinet, si le robinet automatiquement est aussi désinfecté, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas désinfecté, sincèrement, évidemment, ça peut augmenter la probabilité de la transmission de cette maladie. Donc, c'est une question qui est tout à fait pragmatique. Bonjour docteur, je m'appelle Koulé Juliana et j'aimerais savoir, est-ce que la perte du goût et de l'odorat font partie des symptômes de la maladie du Covid-19? La perte de l'odorat et du goût font partie des manifestations de la Covid-19. Oui, la perte de l'odorat, on appelle ça dans le langage médical l'anosmie, anosmie. Et la perte du goût, on appelle ça dans le jargon médical agueusie. Évidemment, ça fait partie des manifestations que nous appelons dans notre jargon médical les signes pathognomoniques. C'est-à-dire quand quelqu'un a déjà la présence de ces manifestations avec, ça ce sont des critères cliniques, avec les critères épidémiologiques, évidemment, ça donne une forte suspicion envers cette maladie. Donc évidemment, ça fait partie des signes classiques de cette maladie. Bonjour docteur, je m'appelle Primo. Ma question est celle-ci. Combien de temps la Covid-19 peut vivre dans l'air? Il est démontré que quand le virus sort au travers des postillons, donc des gouttelettes, qui peuvent être au niveau de notre partie nasale ou bien au niveau de l'oropharynx, donc au niveau de la bouche et du pharynx, ces gouttelettes, qu'on appelle des postillons, peuvent aller jusqu'à 1 mètre. Et après 1 mètre, alors ces gouttelettes, ces postillons peuvent chuter maintenant. Mais avant qu'il y ait cette chute, ces gouttelettes peuvent rester dans l'atmosphère pendant 3 heures. Donc le temps que le virus contenu dans les postillons puisse chuter, ça prend 3 heures.
Ça, c'est ce qui est démontré. Donc, une fois que le virus dans les postillons a atteint sa trajectoire de 1 mètre, avant de chuter, le virus reste 3 heures du temps dans l'air. Bonjour docteur, je m'appelle Koulé Benjamin. Pourquoi portons-nous des masques? Et nous allons répéter cette explication parce que si on a bien compris le bien fondé du port de masque, vous allez devenir des relais au niveau de vos maisons, au niveau de vos quartiers, au niveau de vos familles pour expliquer cela. Donc, porter le masque, c'est déjà barrer la route à la propagation du virus. Si on porte le masque, on se protège. Si, exemple, quelqu'un est devant nous et que la personne présente la maladie, on va se protéger, on va se mettre à l'abri. Si seulement cette personne, en parlant, les postillons sortaient de sa bouche. Et ça va arriver, ça ne pourra pas nous pénétrer au travers du nez, au travers de la bouche, parce que nous sommes protégés. Si nous-mêmes, nous avons la maladie, on n'est pas protégés, et nous sommes devant des individus qui ne sont pas malades, on va les contaminer parce que les postillons qui vont partir de notre bouche vont contenir le virus et le virus va contaminer, va engendrer la maladie auprès de tierces personnes. Voilà pourquoi le port de masque est important. Bonjour docteur, je m'appelle Koulé Emmanuel. Je voudrais demander quelle est la différence entre la pandémie et l'épidémie. Et la pandémie et l'épidémie, ce sont deux formes de manifestation communautaire d'une maladie. Les maladies infectieuses, les maladies transmissibles peuvent se manifester de façon individuelle et de façon communautaire. Donc, à la base, et la pandémie et l'épidémie sont deux formes de manifestation communautaire. Mais c'est quoi l'épidémie? On parle de l'épidémie quand il y a la manifestation des cas à propos d'une maladie dans un espace géographique bien limité, mais pendant un temps qui n'est pas limité. Exemple, le paludisme au Congo, quand nous voyons, on ne peut pas parler que le paludisme, c'est une épidémie. Le paludisme ici, c'est une endémie. Maintenant, quand nous avons une nouvelle maladie qui arrive, cette maladie, quand elle se manifeste au Congo, c'est-à-dire que nous avons une apparition importante des cas et qui dépasse le nombre de cas qui devraient exister, on appelle ça une épidémie. Maintenant, la pandémie, c'est quoi? La pandémie, c'est quand il y a une apparition importante de cas qui dépasse des limites géographiques d'un pays et des continents. Donc, ça affecte plusieurs pays, plusieurs continents. À ce moment-là, nous parlons de la pandémie. Dans ce cas d'espèce, déjà quand vous avez l'apparition de cette maladie au niveau de plus de 3 continents, là, nous sommes en train de parler de pandémie. C'est-à-dire que pandémie, c'est quand une maladie affecte plusieurs continents. Quand elle affecte déjà plus de 3 continents, nous parlons de la pandémie. Vous avez compris? Merci beaucoup, docteur, pour ce que vous avez dit au sujet de la COVID-19. Et moi, ma question est beaucoup plus liée à la société. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer le scepticisme des Congolais vis-à-vis du coronavirus. Même à titre individuel, quand vous dites à un individu que vous avez une maladie en vous, mais parmi les mécanismes qui apparaissent psychologiquement chez cet individu, nous avons le déni. Donc la personne peut nier la maladie. Vous dites à quelqu'un que vous avez une maladie invalidante. Ce n'est pas vraiment si facile que la personne accepte. Donc ce sont des mécanismes, ce sont des résistances qui existent naturellement. Naturellement, individuellement, ça existe psychologiquement. Maintenant, bon, c'est quoi la société? La société, c'est, je peux dire, une sorte
de regroupement de plusieurs individus. Plusieurs individus se retrouvent et constituent la société. Mais si déjà un individu à qui vous annoncez la nouvelle d'une maladie, l'individu peut faire le déni, peut dire « Ah non, c'est pas vrai, moi je ne suis pas malade ». Vous prenez plusieurs individus, ces individus-là vont constituer la société. Donc si vous balancez une nouvelle, évidemment, la société peut, une partie peut faire le scepticisme, une autre partie peut peut-être recevoir l'information de façon rationnelle. Donc, en un mot, quand il y a le scepticisme vis-à-vis d'un phénomène, moi je crois qu'il ne faut pas d'abord culpabiliser la société. Il faut d'abord voir, est-ce que la façon dont la nouvelle a été présentée a été bien présentée? D'abord ça. Si la façon dont la nouvelle a été bien présentée, bon, ça va casser beaucoup de scepticisme. Il y en aura toujours, parce que vraiment, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Il y en aura toujours. Mais la façon de présenter, ça peut faire qu'on puisse bien convaincre les gens. Parce que dans l'annonce de l'information, pour nous qui avions étudié cette spécialité, nous disons, informer, ce n'est pas suffisant. Informer, c'est bon, il faut informer, mais il faut aussi persuader. Persuader au travers des exemples, que les gens se voient que non, évidemment, ce qui se dit, ce n'est pas une sorte d'annonce verbale, non. C'est parce que la réalité est en train d'être changée déjà. Mais il faut aussi convaincre. C'est très important. Donc, il faut des astuces pour convaincre. Et après, il faut aussi réconforter. Une fois qu'on a eu à réconforter, maintenant, on doit éduquer. Éduquer, c'est-à-dire que la personne a déjà reçu l'information, a compris, la personne se dit, bon, comme la maladie existe, je vais développer en moi une attitude qui va faire que je puisse apporter, tant peu soit-il, quelque chose pour amoindrir l'apparition de cette maladie. Donc, il y a toute une stratégie dans ça, mais ce qui est vrai, le doute vis-à-vis de l'existence de n'importe quel phénomène, le doute existe. Le doute peut être un doute subjectif, le doute peut être un doute scientifique, parce que quand on veut faire des exploits, on veut démontrer l'existence de quelque chose dans la méthode scientifique, on se pose une sorte de question et on parle du doute scientifique. Maintenant, à partir du doute scientifique, on commence à développer une sorte de méthode pour prouver que ce phénomène existe et trouver aussi les éventuelles hypothèses qui expliquent la genèse ou bien l'existence de ce phénomène. Après, vous allez chercher des approches de solutions pour endiguer ce phénomène-là. Donc, le scepticisme ici-là ne peut pas être perçu comme une sorte de fatalité. Ce n'est que normal. Il y a des gens qui sont beaucoup crédules, il y a des gens qui sont beaucoup incrédules. Ça existe maintenant. Mais quand nous avons déjà les évidences, les preuves du scepticisme ou bien d'une incrédulité, c'est à nous d'ajuster notre stratégie de communication pour que ça passe mieux. Parce que tout le monde ne peut pas recevoir de façon unanime, de façon uniforme, de façon homogène l'annonce envers une maladie. Non. Non. Ça, s'attendre à ça, demander cela, c'est un miracle. Parce que chacun va recevoir l'information par rapport à sa personnalité. C'est ça. Donc, c'est à nous de rebooster encore notre démarche, nos stratégies, pour que les gens se comprennent que non, la maladie existe. Et la deuxième, c'est lorsque vous avez parlé de la projection d'au moins 1 mètre des postillons. Et je me dis, si ces postillons peuvent aller jusqu'à 1 mètre, ce n'est pas en ce moment-là dangereux de prévoir une distanciation d'1 mètre. Pourquoi ne pas voir au-delà, puisque les gouttelettes peuvent arriver à 1 mètre? À moins de dire que ces gouttelettes atteignent au plus. Mais si c'est au moins, alors je me pose la question de savoir est-ce que ça a été une bonne résolution de dire 1 mètre de distance. L'envol du virus dans le postillon, c'est 1 mètre. OK? Donc, les personnes doivent être à plus d'1 mètre. OK? Plus d'1 mètre, ça donne plus de probabilité de protection. OK? C'est ça. Bonjour docteur, j'aimerais savoir pourquoi le Covid-19 atteint presque tous les pays. Mais c'est une maladie émergente. C'est-à-dire, parmi les mécanismes qui font qu'une maladie émergente apparaisse et prenne force
nous avons ce qu'on appelle les facteurs démographiques, c'est-à-dire le déplacement des populations, le déplacement des individus. Mais quand il y a eu l'apparition de cette maladie au niveau de la Chine, il y a eu des individus qui se sont déplacés. Voilà pourquoi l'existence de cette maladie dans des pays qui ne sont pas au sein de la République populaire de la Chine, on dit, mais ce sont des cas importés. Donc, évidemment, il y a eu déplacement des individus, et quand les individus se déplacent avec toutes leurs maladies. Et voilà pourquoi c'est parti de la Chine vers d'autres pays, et nous avons le premier cas importé que nous avons eu au Congo. Évidemment, c'est quelqu'un qui revenait d'un pays qui était déjà touché par cette maladie-là. Donc, le fait que les personnes se sont déplacées d'un point A vers un point B, c'est ce qui a fait que la maladie se propage. Donc, il y a eu une sorte de chaîne épidémiologique qui s'est présentée partout, et les conditions étant réunies, et la maladie s'est manifestée. A-t-il eu une épidémie qui a atteint presque tous les pays avant le Covid-19? Oui. L'histoire du monde est marquée par plusieurs événements de santé publique. Et donc, c'est pour vous dire que avant la pandémie à Covid-19, il y a eu évidemment des événements de santé publique qui ont eu la teneur d'une pandémie, d'une épidémie. Exemple, le VIH-Sida, c'est une pandémie. Parce que cette maladie, elle est présente partout. C'est une pandémie. OK? Mais quand on parle de pandémie ou d'épidémie, ce n'est pas seulement envers les maladies transmissibles. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement envers les maladies infectieuses. Mais il y a des maladies qui ne sont pas infectieuses, qui ne sont pas transmissibles, ont eu aussi déjà la connotation pandémique. Exemple, l'hypertension artérielle. C'est une maladie non transmissible, c'est une maladie chronique, mais c'est une pandémie. Elle est appelée, cette maladie, la pandémie du 21e siècle. Pourtant, ce n'est pas une maladie transmissible. Donc, pour vous dire que, évidemment, avant l'apparition de cette pandémie à Covid-19, il y a eu déjà des maladies qui ont eu la connotation pandémique. OK? Bonjour docteur, je me nomme Christine. Ma question est, pourquoi est-il important de repasser notre masque avant l'utilisation? Le virus qui occasionne cette maladie a ce qu'on appelle, dans le jargon microbiologique, les attributs microbiologiques. Il a des caractéristiques. Il est dit que ce virus ne résiste pas à une température égale ou supérieure à 56 degrés Celsius. Donc, quand vous avez le fer bien chaud et vous repassez un masque, si seulement ce masque-là était contaminé, mais avec ce fer bien chaud, vous tuez déjà ce virus-là. Donc, ça, c'est la réponse. Ce virus ne résiste pas à une température égale ou supérieure à 56 degrés Celsius. Voilà pourquoi le fer chaud, quand on prend un masque, on repasse, évidemment, ça tue indubitablement le virus. Je voudrais avoir des précisions sur deux questions. La première question est que, est-ce que le sang d'une personne guérie du Covid pourrait calmer l'état d'un autre patient? Parce que prétendant que ce sang est immunisé. Donc, parmi les approches de solutions d'ordre thérapeutique qui ont été mises en relief dans la riposte, il y a ce qu'on appelle la plasmaphérèse, c'est-à-dire quelqu'un qui a été testé positif et on a eu à faire le traitement et on constate que la maladie n'y est plus, alors on prélève son sang, alors on va dans le plasma retirer les anticorps. Et ces anticorps-là peuvent être administrés auprès de quelqu'un pour lui donner plus de force, pour essayer un peu de renforcer
son immunité, son système immunitaire. Dans ce cas d'espèce, oui, donc la plasmaphéreuse, qui n'est autre que la réponse à ta question, oui, la plasmaphéreuse est utilisée pour donner plus de force, pour booster un peu le système immunitaire. Donc, on apporte à la personne des anticorps qui ont été déjà sensibilisés. C'est quoi dans le langage qui devrait être mieux compris? C'est quoi? Si on apporte les anticorps qui ont été déjà sensibilisés, parce que les anticorps ont ce qu'on appelle la spécificité. Donc, ils ont la mémoire. Ils sauront déjà reconnaître le virus. Ils ont déjà l'information sur la configuration du virus. Et quand on prend ces anticorps, on injecte, on inocule, on administre dans le corps de quelqu'un qui présente la maladie. Oui, ça va renforcer le système immunitaire. Parce que le but final, donc tout ce que l'on fait dans la prise en charge, c'est donner plus de force au système immunitaire. OK? Et la deuxième question, c'est sur la taxonomie de ce micro-organisme. Est-ce un virus ou une bactérie? Parce que l'on dit que ce prétendu virus est éliminé à partir d'un antibactérie. Comment un antibactérie peut-il combattre un virus? L'antibiotique ne tue pas le virus. Si l'antibiotique qui est associé dans la prise en charge des patients atteints de la COVID-19 tuait vraiment le virus, ça devrait être le médicament phare. Le médicament qui devrait être utilisé, préconisé, un seul médicament pour aller faire l'affaire. Mais ici, on emploie l'antibiotique parce que on a démontré dans la physiopathologie, dans la pathogénie de cette maladie, que le virus, quand il est présent dans l'organisme, alors ce virus provoque beaucoup de dégâts. On parle de l'orage ou bien la pluie des cytokines. Et le virus a cette faculté d'activer une bactérie. Une bactérie qui va aussi donner plus d'inflammation, plus de dégâts. Voilà pourquoi, dans la prise en charge, on donne un peu tous ces produits-là qui peuvent agir au travers des différentes étapes qui sont déjà bien démontrées dans la physiopathologie. Donc, quand on donne l'antibiotique, ce n'est pas que l'antibiotique va agir sur le virus. Non, l'antibiotique va agir sur l'une des bactéries qui est activée dans le mécanisme physiopathologique. Et cette bactérie, on appelle le Prévotella. Donc, Prévotella qui est activé par ce virus-là. Quand, dans la prise en charge, on donne l'antibiotique, c'est à ce niveau-là que l'antibiotique va agir. OK? Donc, l'agent causal reste le virus, ce n'est pas une bactérie. Bonjour, docteur. J'aimerais savoir quel est le pays le plus touché du Covid-19. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis et le Brésil. Les États-Unis et le Brésil sont les pays les plus touchés. J'aimerais savoir, Covid-19 est un mot féminin ou masculin? Parce qu'il y a confusion. D'autres disent le Covid, d'autres la Covid. Bon, à la base, quand l'épidémie a commencé, avant d'être même une pandémie, on parlait du Covid. On disait le Covid. Mais il y a eu, au niveau de la France, une sorte de réflexion au niveau de l'Académie française. Les scientifiques, les lettrés qui se sont retrouvés là-bas, ils ont jugé que c'était mieux de parler de ça comme étant un vocable devant lequel on mettrait l'article là. On dit la Covid, parce que c'est une maladie. OK? Mais, parce que nous parlons français. Mais en espagnol, on ne dit pas la Covid. En espagnol, on lui donne l'article masculin. Mais ça, c'est une sorte d'attitude qui découle d'une décision qui a été arrêtée par l'Académie française. Okay? Parce qu'au niveau de cette académie, c'est une structure qui regarde un peu le mouvement, le comportement de la langue française et apporte tout ce dont la langue a besoin pour avoir plus de beauté. Donc, eux, c'est leur langue. Ils ont décidé que par rapport aux caractéristiques que nous sommes en train de constater, ils ont décidé que ça soit appelé la Covid. Et voilà pourquoi on est parti du Covid à la Covid. C'est ça. Pour terminer, docteur, j'aimerais que vous puissiez nous rappeler les symptômes de la COVID-19 et comment faire pour lutter contre cette pandémie. Ça, c'est un rappel que vous allez nous faire. Cette maladie
je disais que c'est une anthropozoonose. Elle est infectieuse, anthropo, c'est-à-dire ça touche les personnes, anthropo, zoonose, ça part des animaux. Donc c'est une maladie qui a pour point de départ l'animal. Anthropozoonose. Alors, elle est infectieuse, elle est hautement contagieuse et à point de départ, elle touche les segments supérieurs de la partie respiratoire. Donc, elle peut se manifester comme une grippe banale. Qui n'a jamais fait une grippe ici, là? Tout le monde a déjà fait la grippe ici. Donc, ça peut se manifester comme une grippe banale. Vous avez une irritation au niveau de la gorge et ça peut aussi donner une sorte d'écoulement au niveau du nez et vous pourrez avoir une sorte de toux, mais la toux, elle est sèche et ça s'accompagne de fatigue, ça peut s'accompagner des douleurs musculaires et ça peut donner, paradoxalement, la diarrhée. Mais parmi les signes qui caractérisent la maladie, il y a la fièvre. La fièvre est supérieure à 38 degrés Celsius. 2, il y a la perte de l'odorat, ce qu'on appelle anosmie. 3, il y a la perte du goût, ce qu'on appelle agueusie. Ça, c'est un peu clinique, comment se manifeste la maladie. Mais cette maladie, quand elle n'est pas traitée à temps, ça peut donner aussi des complications, telles que la pneumonie. Et quand vous avez la pneumonie, qui n'est pas prise en charge, alors ça donne une sorte de dyspnée, donc une détresse respiratoire. Donc vous aurez maintenant une urgence d'ordre respiratoire. Si ce n'est pas traité, la personne trouve la mort facilement. Voilà pourquoi, à cette étape-là, on associe l'usage des respirateurs pour faire la ventilation artificielle auprès des patients. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre première rubrique dialogue. Les enfants étaient donc face à un épidémiologiste, le docteur Aristide Nyanga. À l'instant, nous allons passer à la deuxième rubrique, les meilleurs. Tous les enfants sont meilleurs parce qu'ils ont été informés, ils ont reçu l'information sur la pandémie mondiale, cette pandémie qui frappe le monde entier, la Covid-19. Et on ne vient pas dans notre émission sans un cadeau. Et donc, la Maison de la société civile, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, dirigé par Cephas Germain Ewangi, offre par Madame Biongana des kits aux enfants. Voilà, Madame Biongana, vous. Oui, vous êtes l'avenir de demain. C'est ce que vous dites, non? L'avenir, c'est nous. Voilà. L'avenir, c'est nous. Oui, les enfants, l'avenir, c'est vous. Et vous avez quand même ce matin appris pas mal d'informations sur la pandémie. Et le Conseil consultatif de la société civile et des ONG, comme a dit Madame Dorcas, a l'habitude d'offrir un petit cadeau, surtout aux enfants. C'est pour cela que, comme aujourd'hui, on vous a parlé des masques, on vous a parlé des mesures barrières, nous allons vous offrir des masques. Mais il y a... elle a dit qu'il y avait des meilleurs. Voilà. Donc, ces meilleurs-là, je vais leur remettre des kits, des échantillons. Mais sinon, tout le monde va avoir un kit. Koyi, au nom du secrétaire permanent, M. Cephas Germain Ewangi, je vous remets ce sac de masques. Mademoiselle Miantama, vous avez ce kit contenant des masques qui vous a été remis par le Conseil consultatif de la société civile que dirige M. Cephas Ewangi. Monsieur Maoku, j'espère que vous allez tout faire au niveau de votre quartier pour vulgariser les mesures barrières pour que les gens ne soient pas contaminés. Voilà, vous avez ce masque, peut-être que vous pourrez même leur en offrir. C'est pour limiter la propagation du virus du Covid-19 que je vous remets ce sac de masques au nom du Conseil consultatif de la société civile dirigé par M. Cephas Ewangi. Pour limiter la propagation du Covid-19, M. Diabankana, essayez de parler des mesures barrières autour de vous et remettez quelques masques à vos amis. Mademoiselle Loubaki, je vous remets ce sac de masques pour que vous essayiez de parler des mesures barrières autour de vous, de la part du secrétaire permanent, M. Cephas Germain Ewangi, du Conseil consultatif de la société civile
et des ONG. Monsieur Mbemba, le Conseil consultatif de la société civile compte sur vous pour propager les mesures barrières, tout ce que vous avez appris ici ce matin, au niveau de votre quartier, de votre famille, de la part de notre conseil. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la Covid, hein? Voilà, vous allez combattre la Covid avec les masques, ok? Les mesures barrières, vous devez les respecter. Parlez-en autour de vous, hein? C'est un cadeau du Conseil consultatif qui vous a été fait par M. Sefas. Le discours d'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, au début de cette pandémie, il mesurait à l'avance l'ampleur et dans son adresse à la nation avait invité à une mobilisation générale. Quand on dit mobilisation générale, ça veut dire qu'on ne laisse aucune couche à côté. Le président de la République a demandé à ce que les Congolais se mobilisent pour faire face à cette pandémie. La mobilisation des hommes, la mobilisation des femmes, la mobilisation des jeunes, la mobilisation des vieux et la mobilisation des enfants qui tout au moins déjà peuvent avoir atteint déjà un niveau de conscience pour comprendre un certain nombre de problèmes, pour comprendre un certain nombre d'enjeux. Et quand nous parcourons les informations liées à cette pandémie, mais on fait également allusion des enfants qui sont touchés, qui sont infectés, qui sont victimes. Au-delà du fait que les enfants soient touchés, que les enfants soient victimes, ils sont aussi victimes quand leurs parents sont touchés par la maladie, quand leurs parents perdent la vie. Et vous savez que les enfants tombent dans des situations de vulnérabilité extrême. Et quelqu'un a dit, je crois que c'était l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel pays vous serez. En d'autres termes, quand il y a des grands enjeux, il faut impliquer les jeunes et puis dans la mesure du possible, descendre de la jeunesse vers l'enfance. Mais quand ils ont déjà une certaine conscience de réfléchir, de raisonner, de comprendre un certain nombre d'enjeux, il faut les impliquer aux problématiques qui nous préoccupent. Et ça a été la vision du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales d'organiser aujourd'hui à la Maison de la société civile cette émission avec les enfants. Et rassurez-vous que le colonel Nyanga, médecin épidémiologique bien formé à la matière, qui était en face des enfants, m'a apporté le témoignage que vraiment il a eu affaire à des enfants vifs, des enfants très intelligents, des enfants qui lui ont posé des questions très pertinentes. Et finalement, on se rend compte que nous n'avons pas eu tort de prendre cette initiative. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est également la fin de cette émission. Nous sommes ici à la Maison de la société civile et donc c'est le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementaux qui nous recevait. Cette organisation est dirigée par M. Germain Sefas Ewangi, à qui nous disons merci. Merci, docteur, une fois de plus. Merci à tous les parents qui nous ont envoyé les enfants. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila et les maîtresses et Laila.